Voici Aymeric Saint-Marseille. C'est vendredi, c'est vendredi. Bonjour tout le monde, vendredi. Je suis content que ce soit vendredi. Le 20 janvier, il est 9 heures. Bienvenue dans Saint-Marseille en direct. Merci d'être là ce matin, Monsieur Nantel. J'ai beaucoup aimé votre sondage. C'est tout à fait révélateur de ce qui se passe présentement en Occident. Je pense que oui. Ce qui se passe en Occident depuis 70 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est que ça s'est trop enrichi. Et ça, c'est une loi historique. Quand un pays ou une classe sociale ou un groupe particulier s'enrichit pendant plusieurs générations, eh bien, il rentre en décadence. C'est-à-dire que dans notre univers, j'ai écrit un livre à propos de ça qui s'appelle « Vivre dans un univers qui s'éteint ». Dans notre univers, il y a toujours de la perte. C'est toujours c'est plus difficile de ramasser de l'énergie que de la perdre. Il y a toujours une partie qui se diffuse, et vous ne pouvez pas la récupérer. Ça veut dire, ça c'est fondamental, ça veut dire qu'il faut absolument que vous fassiez toujours des profits pour que vous puissiez vivre et durer. Dans une société normale, je ne parle pas de l'Occident actuel, je ne parle pas de 2023, je parle de la situation normale à travers les 5000 ans qu'on connaît d'histoire et évidemment pendant des millions d'années, c'est que la situation normale, c'est une situation de production où les gens, tout est organisé pour que les gens dégagent des profits, qu'ils fassent des profits. Et quand vous devenez très riche, comme c'est arrivé à l'Occident, comme c'est arrivé aux nobles au 18e siècle, qui ont été éjectés de France, ils ont été éjectés de Russie lors de la Révolution russe, c'est que les gens qui sont riches trop longtemps, ben, ils arrêtent de faire des enfants, ils commencent à gaspiller, ils font des dettes, bon, etc. Et dans l'Occident actuel, et c'est ça, une société de production, ça a des valeurs de production. Une société décadente, c'est des valeurs de consommation. C'est des droits et libertés, pas des devoirs, des obligations. Ça, tout le monde les refuse. On n'a pas de devoirs, on n'a pas d'obligations, on n'est pas obligé de se battre si le pays est attaqué, etc. Alors, les gens inversent les valeurs. Et c'est ça qu'on vit présentement en Occident. Le sondage que vous avez montré tantôt est tout à fait spectaculaire là-dessus. La population française, la population canadienne, la population québécoise, la population américaine, ils sont contre ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine, c'est que la Russie a décidé de se mettre avec la Chine qui a déjà dépassé en pouvoir d'achat, en parité de pouvoir d'achat les États-Unis, ils sont 1,4 milliard, bon, ils travaillent beaucoup. Ce qui fait que présentement, la Chine, ce qu'on appelle le BRICS, c'est-à-dire le regroupement des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, l'Afrique du Sud, ils se sont mis ensemble, trompons-nous pas, là, c'est pas une vraie coalition, c'est une coalition anti-occidentale. Alors, vous avez les États-Unis qui contrôlent tous les océans du monde, qui ont des connexions partout dans le monde, notamment dans le domaine culturel. La principale force des États-Unis, c'est pas militaire, c'est ce qu'on appelle en anglais le soft power, c'est-à-dire tout le côté culturel, la puissance de l'anglais, la puissance de la culture américaine, Hollywood, etc. Ça s'est diffusé partout dans le monde, ça a influencé tout le monde. Et désormais, partout sur la planète, même en Chine, ils font semblant d'être des démocrates. Alors, le résultat de tout ça, c'est que comme les États-Unis sont en déclin, sont en décadence, les Chinois se sont mis avec les Russes, les pays du BRIC dont j'ai parlé, et ils se sont regroupés pour essayer de se débarrasser du dollar américain. Alors, le dollar américain, comme ça sert à faire tous les échanges dans le monde, c'est très profitable pour les Américains parce que les Américains peuvent acheter du pétrole en envoyant simplement un message. Aujourd'hui, c'est plus de l'argent ou de l'or qui circule. Ils envoient un message par Internet, puis ils disent on a besoin de pétrole, puis ils payent avec des dollars américains. Mais c'est eux qui contrôlent la valeur du dollar américain. Bon. Alors, le résultat, c'est que la Russie, qui est un pays stratégique aujourd'hui, parce que c'est un immense et le plus grand pays du monde, c'est 1,7 fois la surface du Canada, qui est le deuxième plus grand pays du monde. Alors, les Russes se sont mis avec les Chinois, le BRIC, puis là, ils se sont entendus pour se débarrasser du dollar américain. Le dollar américain continue de dominer de l'ordre de 85-90% dans le monde. Mais la Chine est tellement puissante par son travail, par le génie chinois, qui n'est pas un génie de création.
qui est un génie de travail. J'ai vécu en Chine, c'est des gens qui travaillent énormément. Bon. Alors, le résultat, c'est que les Américains essaient de garder l'avantage du dollar. Ça leur permet d'acheter n'importe quoi dans le monde, dont du pétrole, avec des chiffres sur un clavier d'ordinateur. À un moment donné, les Américains pourraient décider, le dollar américain ne vaut plus rien. Ça a été fait en Israël, ça a été fait dans plusieurs pays. Ça ne vaut plus rien, autrement dit, qui refusent de payer les dettes qu'ils ont un peu partout dans le monde. Alors, les Américains s'attaquent à la Russie avec l'Ukraine. Ils ont provoqué la guerre. Le pape en a parlé. Ça, il n'aurait pas dû, mais il l'a fait. François Ier. Puis, mais qu'est-ce que ça dit, M. Nantel, sur ce qui nous attend là, dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies entre ce combat pour qui est le plus gros entre la Chine et les États-Unis? Donc, ce combat-là est entamé, évidemment, mais au final, est-ce qu'on sait à peu près qui va gagner? C'est une grosse question ce matin, mais quand même. On peut dire que c'est une question d'opinion. Moi, je pense que c'est des faits géopolitiques. Les Américains vont gagner. La seule raison pour laquelle les Américains pourraient perdre, puis je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que si la décadence américaine se poursuit, puis là, ils sont rendus à 31 ou 32 trillions de dollars de dettes, ça, c'est juste le gouvernement fédéral. C'est des dettes, c'est inqualifiable, incroyable, des niveaux de dettes pareils. D'ailleurs, cette semaine, il y a un défaut de paiement, là. Oui, ben, c'est ça, ils vont tricher. Ils vont s'en sortir, je comprends, mais il y a un défaut de paiement quand même cette semaine au niveau des pensions de retraite. C'est arrivé plusieurs fois dans le passé, puis à chaque fois, ils augmentent le niveau de la dette. Absolument. 32 trillions de dollars, on ne peut pas payer ça. Pour vous donner une idée des chiffres complètement fous, sur la planète présentement, il y a des trucs qui s'appellent des produits dérivés. Les produits dérivés, c'est des espèces d'assurance, mais en tout cas, ça a un effet énorme en finance. Ça a dépassé le quadrillion de dollars. Un quadrillion, là, c'est 1 million de milliards. 1 million de milliards. On est 8 milliards sur la planète. En fait, votre calcul, ça veut dire que chaque individu sur la planète a l'équivalent de à peu près 115 ou 120 000 dollars par habitant de la planète, y compris les petits bébés qui sont en train de mourir avec des mouches dans les yeux là, en Somalie. Alors, c'est des chiffres fous. Bon, les produits dérivés, ce n'est pas des dettes, mais c'est quand même quelque chose de très lourd. Alors, ce qui se passe, c'est que les Américains essaient de défendre le dollar et ont décidé d'attaquer la Russie, mais en servant des Ukrainiens interposés. Or, l'Ukraine, d'abord, l'Ukraine est en train d'être dévastée. Ses ponts, ses centrales électriques, c'est quelque chose de catastrophique. Et ils se servent des Ukrainiens, surtout de Zelensky. C'est un pays extrêmement corrompu, l'Ukraine. Zelensky était dans les Panama Papers. C'est un des noms qui est apparu pour les gens qui passaient par Panama pour cacher de l'argent. Alors, c'est un voleur, Zelensky. Mais là, comme les Américains veulent nuire à la Russie, ils veulent affaiblir la Russie, alors ils se servent des Ukrainiens et de l'Ukraine pour détruire. Ils détruisent l'Ukraine en nuisant à la Russie, en envoyant des armes, comme vous l'avez parlé tantôt dans le sondage, aux Ukrainiens, des armes ultramodernes. Les Ukrainiens, excusez-moi, les Russes sont 135 millions, quelque chose comme ça. Puis c'est une population qui est vieillissante puis qui est en diminution. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas produire suffisamment d'ingénieurs pour produire des armes plus puissantes que celles produites par le reste de l'Occident, qui est à peu près 1 milliard de personnes. Ouais. Et qui viennent les Ukrainiens sont combien? Juste que je suis curieux. Les Russes sont 135 millions, les Ukrainiens sont quoi? Sont 40 millions, mais là, ils ont perdu 6 millions de personnes qui ont foutu le camp. Oui, là, c'est sûr qu'une... Là, c'est d'une extrême gravité ce qui se passe en Ukraine. Ils sont en train de détruire l'Ukraine. Et là, Zelensky, c'est un voleur, puis c'est un gars qui a été mis là. C'est monsieur Showbiz. Monsieur Showbiz, c'est ça. Alors, le résultat, c'est que tout l'Occident, tout l'OTAN, c'est-à-dire tout l'Occident, attaque la Russie en se servant des Ukrainiens. Puis les Ukrainiens, évidemment, ben là, ils ont utilisé les médias. Zelensky, c'est un grand homme, puis tout ça. Ils veulent même mettre une statue en quelque part aux États-Unis pour Zelensky, dans un lieu officiel. Tout l'OTAN attaque la Russie, mais par alliés interposés, c'est-à-dire l'Ukraine. Alors, c'est ce qui se passe présentement dans la guerre en Ukraine. C'est ça, c'est le dollar américain. Il essaie de protéger le dollar américain en affaiblissant la Russie, en lui enlevant les revenus de son pétrole. La Russie a les ressources naturelles
l'Europe a la population, puis il a les besoins. Alors, il y en a un qui fait l'offre, puis l'autre qui fait la demande. Ben, ils devraient être ensemble. Depuis, les Russes, vous savez, je l'ai dit tantôt, le BRIC, là, les 5 pays. En fait, la raison pour laquelle ils ont mis les 5 pays, c'est que c'est un pays par continent. C'est ça qu'ils ont fait, c'est juste ça. Oui. Alors, mais ces gens-là, l'Inde... C'est géographiquement très stratégique, là, d'ailleurs. Bien sûr. Et n'oubliez pas que l'Inde et la Chine, il y a quelques mois seulement, là, ils se sont tués, ils se sont entretués. Ce sont deux puissances nucléaires. Ces gens-là ne s'aiment pas. L'Asie est un continent où les gens ne s'aiment pas. Le Japon, la Corée, la Chine, ils ont des mauvais souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, puis si jamais ils ont une chance, ils vont se venger sur le Japon. J'ai vécu en Chine, puis les Chinois nous le disaient. Tout le monde a peur de la Chine. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des pays tout éparpillés sur la planète. Parce que ceux qui sont collés sur la Chine, ils ont peur de la Chine. Parce que la Chine, quand ils envahissent un pays, ils ne font pas comme les Américains. Les Américains ils envahissent un pays, ils détruisent tout, puis après ils le reconstruisent à coup de trillions de dollars. Ce qu'ils ont fait en Irak, ils ont fait ça en Afghanistan. Bon. Les Chinois, c'est pas ça qu'ils font. Ils rentrent au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, ils sont entrés au Tibet en tuant, en brûlant des monastères, etc. Puis ça a passé, parce que c'était des dictatures. Et les Américains, eux, c'est une île, ils contrôlent les mers, puis ils contrôlent tout ce qu'on appelle le Rimland, c'est-à-dire tous les pays qui sont autour de l'Eurasie, parce que les Américains, avec leurs bateaux, ils ont facilement un accès. Et comme je disais tantôt, le soft power, le pouvoir culturel américain est énorme. Les droits de l'homme, c'est plaisant. Mais curieusement, les Américains s'occupent des droits de l'homme, puis ils se battent pour les droits de l'homme seulement dans les pays où il y a du pétrole ou quand le dollar est menacé. Ou bon. Alors, Saddam Hussein a été éjecté parce qu'il voulait se faire payer autrement qu'en dollars. Même chose avec Kadhafi en Libye. Ils ont tué. Ils ont tué carrément. Ils ont fait tuer. Bon. Alors ça, c'est les Américains. Mais juste un point, M. Nantel. Juste un point sur la France, par exemple. La France qui, on sait, sans que le gouvernement l'avoue officiellement, la France qui est en guerre actuellement, là, selon moi. Mm-hmm. Nous aussi. Oui, absolument, c'est ça, exactement. Les pays occidentaux là, participent à la guerre de façon très, très, très active. Mais quand vous voyez une nouvelle comme ce matin, là, le budget des armées va augmenter d'un tiers. C'est énorme, ça, là. De 2024 à 2030, c'est demain matin. Là. C'est ça, ben c'est précisément, c'est vers ça que je m'en allais. Okay. Alors, ce qui est arrivé, c'est que tout l'OTAN au début, puis les pays qui font maintenant partie de l'OTAN, mais qui faisaient autrefois partie du RSS, ils ont pas du RSS, de l'Empire soviétique. Alors, ce qui est arrivé quand ils ont commencé la guerre en Ukraine, ils ont envoyé tous leurs rossignols, tous les vieux tanks, puis les saletés qu'il y avait encore dans leurs arsenaux, là, les vieux tanks russes, puis les Ukrainiens savaient s'en servir. Alors, après, ben là, ils ont commencé à vider, ça c'est tout vidé, ça a tout été envoyé en Ukraine, ou presque. Ensuite, il faut remplir les arsenaux. Il faut une armée. Vous savez, il y a un gars qui a dit, dans un pays, il y a toujours une armée. Si ce n'est pas une armée nationale, c'est l'armée du voisin. Puis quand c'est l'armée du voisin, ça fait mal, parce qu'ils s'en servent pour faire pression puis pour voler. Alors, les Occidentaux ont vidé leurs arsenaux et même les États-Unis ont des problèmes énormes pour remplacer. Il y a un général américain qui l'a dit, si on continue à faire ça, on n'aura plus les outils pour se battre. Là, il pense évidemment à la Chine, parce que les Américains... avant la guerre en Ukraine, avant que Poutine fasse l'erreur, c'est une grave erreur que Poutine a fait. C'est un grand homme d'État, Poutine, c'est mon opinion, mais il a remis la Russie sur la carte. C'est un grand homme d'État. Mais il a fait l'erreur d'attaquer l'Ukraine parce qu'on l'a provoqué. Mais ceci étant dit, il a quand même fait cette erreur. Alors, ce qui se passe, c'est que là, les Américains ont envoyé toutes leurs réserves, qu'il y avait pas toutes, une grande partie des réserves. Puis là, ben, l'Europe, entre autres, est désarmée. Alors, quand ils veulent augmenter les frais, les dépenses de l'armée, ben c'est pour qu'ils puissent se protéger. Si la France envoie toutes ses armes en Ukraine, ben il pourrait se faire attaquer par une armée comme l'Algérie qui est à côté, le Maroc, ça pourrait être... En Europe, c'est assez douteux que quelqu'un va attaquer la France, mais le point, c'est que vous avez besoin d'une armée. Une armée, c'est pas du luxe. Évidemment que c'est du gaspillage. Puis l'avantage de l'armée, pour ceux qui produisent les armes, c'est que ce que vous vendez, ça disparaît. Il
Ils font sauter dans des bombes. Une bombe sur un tank, il y a 2 millions de dollars qui viennent de s'évaporer. Puis là, ça permet toutes sortes de trafics. C'est ce qui se passe en Ukraine présentement. Vous savez qu'une des sources d'armement de la Russie présentement, c'est l'Ukraine. Il y a des choses qui rentrent. Il y a également les terroristes, les islamistes en Europe. Là, ils ont retrouvé des armes qui avaient été données à l'Ukraine puis qui avaient été revendues. Alors, les Russes, pour avoir... Mais les Français, je lisais tantôt, les Français justifient leur décision en disant, mais nous autres, on a un gros... Désolé, on a un gros territoire avec la Guyane, avec la Polynésie française, donc on a besoin d'augmenter dramatiquement notre budget, tu sais. Oui, ça, c'est... Mais essentiellement, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est remplir leurs arsenaux. Maintenant, puis je suis contre qu'ils fassent ça, mais c'est une nécessité. Je veux dire, ça vous prend une armée pour défendre le territoire. Puis ça pourrait arriver assez tôt. Hein. Là, il y a une crise qui commence, une crise très profonde, crise d'endettement. Là, j'en ai parlé, des chiffres astronomiques, ça n'a plus de bon sens. Puis quand l'hyperinflation rentre dans un pays, ça détruit tout. Qu'est-ce que ça vous donne d'avoir une pension de 100 000 $ par année si ça vaut 10 000 ou 5 000? C'est arrivé à la fin du RSS. Alors, regardez le Venezuela actuellement. Là. Regardez le Venezuela. Il y a des gens au Venezuela qui étaient à l'aise financièrement, qui avaient travaillé toute leur vie dans les entreprises comme Jumbo ou comme les pains Zimbo, je ne sais pas trop. Là. Puis ces gens-là aujourd'hui, qui avaient travaillé toute leur vie à de bons salaires, aujourd'hui, avec l'hyperinflation, ben, c'est terminé. Leur salaire, leur pension de retraite vaut zéro. C'est ça. Je pense que, en tout cas, c'est à coup de millions. Je l'ai lu hier, mais c'est à coup de millions que les Vénézuéliens se sont sauvés. Il y en a 500 000 au Chili, il y en a 1,5 million au Pérou. Enfin, les gens sortent. Bon, mais c'est parce que tu as le Venezuela et tu as la Colombie à côté. Avant, c'était les Colombiens qui étaient pauvres qui allaient au Venezuela parce qu'au Venezuela, il y avait de l'argent. Puis là, c'est les Vénézuéliens qui vont en Colombie parce qu'il n'y a plus de travail au Venezuela. Tu sais. Puis parce que c'est à côté. Les réfugiés, vous savez, la vaste majorité des réfugiés, ils vont dans le pays juste à côté parce qu'ils attendent que ça se règle dans leur pays. Alors, ça fait une masse énorme pour les voisins, mais c'est des frères, hein, c'est des cousins là, qui s'échangent du monde. Mais le point où j'en suis, c'est que ce qui se passe présentement, c'est que la France a trop de fer au feu. Je parle de la France en particulier, là, d'où vient le sondage. Les Français ont parfaitement compris ce qui arrivait, que le gouvernement a trahi la France, tout ce qu'ils veulent faire, c'est augmenter l'Europe. Ce que font les Européens présentement, enfin les élites européennes, comme ils ont inversé les valeurs, ils considèrent que tout ce que leurs ancêtres faisaient depuis 100 000 ans, c'est mal. Puis tout ce qui est l'inverse, c'est bien. Fait qu'on se retrouve avec des folies, on ne comprend plus rien. Ils envoient des transgenres dans les toilettes de filles ou dans les douches de filles. Les filles se disent, ben oui, mais le gars, ils se promènent tout nus. On est des femmes. C'est évident qu'on ne fait pas ça. Ils font... La démocratie a été inventée par des gens qui étaient libres. Les gens, ils pensent que c'est la richesse, c'est la démocratie qui donne la liberté. Non, c'est la liberté qui donne la démocratie. C'est quand le Parlement, ceux qui ont fondé la démocratie américaine, ils ne pouvaient pas empêcher les gens de foutre le camp dans l'Ouest. Fait qu'ils ont dit, écoutez, là, si on ne veut pas que ça en aille de l'Est, ben, il faut les laisser libres. Puis là, ben, ils ont laissé les gens avoir des armes, etc., parce qu'ils allaient dans l'Ouest, puis ils pouvaient se faire tuer par les gars comme Clint Eastwood là, dans les films. Bon, alors, le résultat, c'est que la démocratie américaine a été basée sur une constitution qui défend les libertés. Mais ça, c'est dans une société de production. Quand vous arrivez dans une société de consommation comme ici, ben là, les dirigeants du pays, ils pensent à court terme. Ils pensent à la prochaine élection. Ils veulent se faire élire. Oh, dans 20 ans, ils s'arrangeront. Fait qu'ils font ça des générations là, politiques là, dans les pays démocratiques, c'est 4-8 ans. Une génération normale, c'est 30 ans. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent toutes des décisions à court terme. Là, le sondage, ce qu'il dit, c'est que les Français disent, on n'en veut pas de la guerre. On n'en veut pas de la guerre avec l'Ukraine. On a besoin de l'argent pour les retraites. Puis le Macron, puis Bruno Le Maire, puis tous ces gens-là, ils disent, ben oui, mais il faut aider l'Ukraine parce qu'ils ont attaqué, les Russes ont attaqué, etc. Non, absolument pas. Est-ce que les Américains parlent d'aller donner des armes à foison
aux Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine. Ils ont été envahis, puis les Chinois essaient de détruire ce peuple-là. Ils ont attaqué le Tibet, ils ont tout détruit. Est-ce qu'on va aller se battre pour défendre la Somalie? pour la démocratie et les droits de l'homme? Non. C'est des intérêts américains qui forcent les Européens qui sont devenus des vassaux. Pas les Européens, la population, les chefs européens. Alors, il se passe des trucs dans le monde actuel qui viennent de la décadence des élites. Ça commence par les élites, hein? C'est les élites qui dégénèrent les premiers. Et ce qui se passe en Europe, c'est que les élites, pour essayer de faire un gros pays, parce qu'ils veulent être comparables aux États-Unis, à l'Inde, à la Chine, ben, ils nuisent aux peuples, aux nationaux, en se disant, on va les affaiblir. Puis ça, c'est partout, hein, aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout en Europe. Pas partout dans l'Europe de l'Est, c'est moins populaire, parce qu'ils se souviennent de l'URSS, ça fait pas si longtemps. Mais essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ouvert les frontières. Puis ils laissent rentrer n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Pendant la COVID, là, au Canada, ils testaient même pas. Ils testaient les Québécois, là. Ils testaient les Québécois. Puis la même journée, ils faisaient rentrer les gens qui rentraient illégalement, qui venaient, ne sont pas du tout en danger de mort dans leur pays. 90, ils ne sont pas en danger de mort aux États-Unis. Alors, ils ont ouvert un endroit, les Européens ne connaissent pas ça, c'est le chemin Roxham. Ils l'ont fermé pendant la COVID à cause d'une épidémie. Mais tout de suite, quand l'épidémie a été considérée contrôlée, ils ont réouvert le chemin Roxham. Si vous pouvez le fermer pendant la COVID, vous pouvez le fermer après. Non, l'idée, c'est d'affaiblir les peuples. Puis au Québec, en passant, le Québec est le peuple, avec les Ouïghours, qui est le plus en danger présentement sur la planète, parce que le Canada anglais, ça fait 263 ans qu'il rêve ouvertement, c'est dit dans des articles, dans des conversations. Je dis qu'au Canada anglais, des conversations privées, dans des articles de journaux, dans des magazines, dans des livres, à la télévision, à la radio. On va envoyer beaucoup d'immigrants au Québec, on va les détruire. Ça, c'est le rêve qui date de 263 ans. Ils n'ont jamais réussi pour des raisons purement géopolitiques. Moi, je trouve qu'ils commencent à réussir quand même un peu. Là. Ben, ils ont réussi, il y a une immigration massive incroyable. Ben oui, par le chemin Roxham, c'est des gens illégaux qui viennent ici pour profiter des systèmes sociaux. Ah, il ne faut pas le dire. Donc, non, mais l'objectif du Canada anglais commence tranquillement pas vite à se réaliser, veut pas, là. Oui, Montréal, Laval, West Island, M. Nantel, c'est remplacé, ça, là. Oui, mais ça, oui, mais c'est temporaire. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que le Québec, c'est un pays de passage. Ça se voit de la Lune. Il y a deux fleuves qui se voient à partir de la Lune. Le Nil et le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est la seule voie de pénétration naturelle de sens est-ouest de tout le continent nord-américain. Alors, c'est une voie de passage naturelle pour aller dans l'ouest où est encore la richesse. Le Québec est une des provinces les plus pauvres du Canada. On est à peu près au même niveau de pauvreté que les Maritimes. Et une des provinces les plus riches, c'est celle qui est juste à côté. Mais ça, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, là, ça concernait les Québécois. Mais mon point, c'est que ils ont essayé pendant 263 ans. Et ce qui arrive, c'est que les immigrants au Québec, ça, c'est le cas du Québec. La différence entre le Québec et la France, c'est que la France est un pays de destination. Les gens visent aller en France. Il y en a qui continuent et qui viennent ici. On les reçoit là, présentement parce qu'ils laissent entrer n'importe comment. Mais le point, c'est que la France, c'est un pays de destination. La Californie, c'est un pays de destination. Mais le Québec, c'est un pays de passage. Alors, il y a déjà eu 25% d'anglophones, des vrais Anglais là, qui venaient des îles britanniques. 25%. La ville de Québec a été pendant quelques années, la ville de Québec, qui aujourd'hui est complètement francophone, elle a été pendant quelques années majoritairement anglaise. Montréal, ça a été le cas, la majeure partie de son histoire, c'était majoritairement anglophone. Et là, les Anglais aujourd'hui les vrais Anglais représentent à peu près 2-3% de la population du Québec. Dans les années 60, quand j'étais petit gars, c'était les Italiens, les Grecs, les Portugais. Aujourd'hui, complètement fini. On reçoit presque plus d'immigration. Et les immigrants de cette époque-là, les vieux sont partis en corbillard, puis les jeunes sont partis avec des U-Haul, avec des remorques, qui sont déménagés en Ontario. Pas toute la population, mais la majeure partie de la population canadienne qui est dans l'Ouest, à l'Ouest du Québec, leurs ancêtres ont passé par le Québec. C'est un pays de passage. Alors, ils n'ont jamais réussi alors qu'on était faible, on n'avait pas d'élite, on n'avait rien. Ils ont expulsé nos élites en 1760,
Puis ils se sont dit, on était à 60 000. Ils se sont dit, ouais, ça va être très, très rapide, hein? On va envoyer 60, 100 000 immigrants. Mais ils ont tous foutu le camp, les uns après les autres. Il en reste, évidemment, parce qu'il y a une économie ici. Puis là, dans les dernières années... Hélène Fleury, M. Nantel, dit « On nous souhaite des hivers comme dans les années 60 et 70, c'est notre meilleure défense. » Aussitôt qu'ils voient des hivers très, très rudes, il y a une tendance à vouloir quitter le Québec là, qui s'installe chez des Mais immigrants. Tous ceux qui restent, pourquoi ils restent? À cause de la richesse. La richesse comparée à celle de leur pays d'origine. Ben oui. Là, il se passe un phénomène, j'en ai parlé dans des vidéos, il y a deux phénomènes qui se produisent. D'abord, il y a 3 éléments importants qui font que les immigrants s'en aillent. La plus importante, c'est que le Québec est une des provinces les plus pauvres du Canada. Puis c'est évident, on le voit, les rues sont toutes défoncées, les chaînes de trottoirs sont détruites par les déneigeuses, il y a des milliers de bicyclettes qui sont brisées chaque année par les déneigeuses, etc. C'est très clair que c'est en train de dégénérer. Alors, quand les gens ont de la famille qui est installée en Ontario et surtout, je ne sais pas si vous avez été à Vancouver les dernières années, mais c'est riche, pas un peu, et même chose pour Calgary. Calgary, c'est très froid. Alors, il y a la richesse. Oui, mais à Vancouver, monsieur Nantel, Vancouver, c'est devenu la petite Chine, là. Ben, j'y ai été il y a 2 ans, et vous savez, c'est des images ça, qui sont véhiculées par les médias. Oh, quand même. Comme Zelensky. Il y en a. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est des Britanniques qui habitent là-bas. Non. Oui, mais je veux dire, la majorité de la population reste blanche, reste européenne. Bon, évidemment, européenne. Vous savez, les Blancs, il y en a beaucoup sur la planète. Jusqu'à il y a mettons 20 ans, là, la majorité de la population sur la planète était blanche. Là, Parce que les Indiens du Nord, Chopra, quelque chose, là, c'est une Indienne. Mon oncle est Indien des Indes. Et il se mêlait, il est devenu millionnaire aux États-Unis, il s'est mêlé. Les Arabes sont blancs, les Sud-Américains sont blancs, la moitié d'entre eux. Bon, en tout cas, fait que la race, là, c'est pas très, très... Mais ce que vous voyez dans les rues à Vancouver, c'est pas... Depuis, les Chinois, ils ont arrêté de faire des enfants. Là, c'est toute l'Asie. C'est quelque chose de tout à fait fabuleux, ce qui est en train d'arriver. Alors, Vancouver est très riche. Comment ça s'appelle? L'Alberta est très riche. L'Ontario est riche. Le Québec, ça fait pic-pic, comme on dit au Québec. Ouais. Alors, le résultat, c'est que les immigrants sont toujours partis vers un continent riche et vide, relativement riche et vide. Mais si on arrêtait de se faire fourrer avec toutes nos ressources naturelles, peut-être que ça aiderait au Québec de s'enrichir. Quand on pense à notre eau qui est vendue à des compagnies qui emballent des bouteilles d'eau en plastique pour des peanuts, quand on pense à notre électricité qui est envoyée aux États-Unis pour des peanuts, à un moment donné, si on arrêtait de vendre le Québec à rabais, peut-être qu'on serait moins pic-pic, comme vous dites, là. Écoutez, le Québec, c'est naturellement riche en ressources naturelles, mais je vous ferai une remarque qui est très importante. L'Afrique regorge... L'Afrique noire regorge de matières premières et est pauvre. Le Japon n'a rien. La seule chose que les Japonais produisent en quantité suffisante, c'est le sable pour faire du ciment. Tout le reste est importé. C'est le travail humain qui crée la richesse. En tout cas, tout ça pour faire une histoire courte, là, pour revenir à votre sondage, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que les sondages montrent que la population, un peu partout en Occident, est contre, ou plutôt c'est l'inverse. Ce sont les élites qui sont contre les populations. Alors, ils font ce qu'ils veulent n'importe comment. Alors, ils vont couper les pensions en France pour envoyer de l'argent par milliards en Ukraine, puis ensuite, il faut remplir les arsenaux. Donc, ça va être... La France n'a plus la population, n'a plus les ressources, n'a plus les industries pour tout faire à la fois. Puis là, ben, c'est la population qui va payer. Parce que le but d'un homme comme Macron ou Bruno Le Maire, c'est d'européaniser l'Europe. Puis d'ailleurs, c'est déjà fait. Puis la démocratie n'est plus respectée. La vraie démocratie. On l'a vu pendant la crise de la COVID et ça a été d'une extrême gravité. Ils ne respectaient pas le droit de propriété. Ils ont volé l'argent de tous les Russes parce qu'ils étaient Russes. Même ceux qui étaient contre Poutine. Ils ont fait des confinements qui étaient contre les constitutions. Au Canada, c'est célèbre, ils sont au courant en Afrique. Trudeau, il a volé,
c'était une manifestation légale à Ottawa. Et Justin Trudeau a non seulement attaqué les fonds des gens qui faisaient la manifestation, mais également, ils ont bloqué les comptes de banque des gens qui donnaient 10 $ ou 20 $. C'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Mais ces gens-là ne respectent plus rien parce que la démocratie, par définition, c'est le peuple qui décide. Or, en Europe, c'est le Conseil européen là, qui ne sont pas élus. C'est eux qui prennent toutes les décisions. Puis le Parlement, c'est ce qu'il disait dans le sondage, on veut que ce soit le Parlement qui décide. Ben, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, l'Europe ne peut pas fonctionner. Ceci dit, en passant, la Thaïlande, le Vietnam, c'est pas des gros pays, ça. Est-ce qu'ils ont besoin de s'unir dans une Asie? Est-ce que la Bolivie parle de s'unir pour que toute l'Amérique latine forme un... Non, non, ils ne le font pas, parce que ce qui est important, là-bas, ils ne sont pas en décadence, alors c'est de défendre les intérêts de la population native. Non, mais revenir à nos intérêts nationaux, me semble que... Et c'est la différence entre le mondialisme et les intérêts nationaux des peuples. Oui, mais je ferai une dernière remarque là-dessus, c'est que il y a deux façons de voir l'Europe. L'Europe, c'est là que ça se passe. Hein. D'ailleurs, la raison pour laquelle les Américains ont tant de problèmes, c'est qu'il n'y a plus d'immigration européenne. Avant, l'immigration venait d'Europe, puis c'était un rouleau compresseur, ça partait de la côte Est, puis ça avançait vers l'Ouest. Ça a été pendant 4 siècles. Puis là, ça s'est arrêté, ça. Alors là, les gens viennent d'un peu partout, puis là, ben, ça fait des grumeaux de peuplement aux États-Unis, ils ont des problèmes. En Europe, il y a deux façons de voir l'Europe. La première, c'est celle du général de Gaulle, c'est une confédération des nations. La nation, c'est quelque chose de naturel, c'est un produit de la géographie et de l'histoire. C'est comme décider, par exemple, qu'on va enlever les racines des arbres. On va enlever les racines des arbres, comme ça ne détruira plus les sous-sols là, au Québec. Puis l'arbre va continuer. Ben non, on ne peut pas faire ça. Alors, de Gaulle, il voulait faire une Europe des nations. Puis là, ce qu'il essaye de faire actuellement en Europe, c'est de détruire les nations pour faire un tout avec l'Europe. Mais ça va être quoi la langue? Il y a 28 langues en Europe. C'est qui va prendre la décision s'il y a une guerre? Ben, ils n'en prennent pas la décision, ils laissent entrer n'importe qui. Mais c'est déjà, M. Nantel, il faut se laisser, mais c'est déjà l'Union européenne. C'est déjà un peu le bordel dans l'Union européenne et dans le Conseil de l'Union européenne. Mais on en reparlera la semaine prochaine, c'est intéressant. C'est parfait. Ben, je vous remercie de m'avoir invité.